un lieu où l'on parle, un lieu où le parlemente, une enceinte de discussion, de débat, j'oserais même dire une enceinte qui est indispensable encore plus aujourd'hui à travers ce repli sur soi que l'on connaît. C'est bien là l'un des rares lieux où des parlementaires des 5 continents, au sein de l'APF, peuvent se retrouver, dialoguer en s'affranchissant des clivages partisans qui dominent dans nos parlements nationaux. La langue française est évidemment ce qui nous rassemble, mais il s'agit à la fois d'utiliser le français comme vecteur commun de nos échanges, mais également de le promouvoir et de développer son usage. Mais au-delà de la seule langue française, nous défendons, depuis peu d'ailleurs, plus globalement, le multilinguisme, car l'anglais prend une place de plus en plus hégémonique dans la sphère économique, bien sûr, mais même au sein d'institutions qui prétendent pourtant, sur le papier, avoir plusieurs langues de travail. Je pense aux instances onusiennes, mais aussi aux institutions européennes. Comment pourrait-on d'ailleurs accepter que le projet européen post-Brexit puisse continuer aujourd'hui de s'écrire encore et uniquement en anglais? L'APF compte d'ailleurs bien saisir l'opportunité de la présidence française de l'Union européenne, qui ne fait que commencer, pour traduire en actes le respect de la diversité linguistique. Respecter la langue de chacun, c'est respecter la diversité des identités, des cultures et des peuples qui sont aujourd'hui trop souvent l'objet de friction et l'objet de crise. Les discussions que nous avons au sein de l'APF doivent toujours être imprégnées par cet esprit de respect de la diversité. Nous avons pour cela un cadre de discussion structuré qui assure une représentation équitable des différents membres de l'APF dans nos instances. Damien Cesselin vous présentera tout ça plus tard. Je voudrais néanmoins insister sur l'aboutissement que peuvent prendre nos discussions, en citant non seulement les textes que nous adoptons, mais aussi en faisant référence à l'histoire de la diplomatie. Et il y a une rupture que je disais tout à l'heure à Jean-Baptiste Le Gouen, c'est 1920 avec le traité de Versailles, négocié en anglais. Donc sans respect des langues, la multidiversité des langues des différents protagonistes. Et aujourd'hui, souvent les échecs diplomatiques sont le fait de cette volonté hégémonique linguistique. La langue est un des éléments importants qui doit favoriser la compréhension entre les peuples à partir du moment où nous refusons cette hégémonie. Donc, tout ce que je dis là a été évoqué dans la vidéo introductive et je voudrais revenir quand même plus longuement sur les avis de l'APF et de la démarche de l'APF qui sont élaborés à l'occasion des sommets biennaux de la francophonie, dans lesquels elle émet un certain nombre de recommandations sur des thèmes généraux à l'attention des gouvernements. Il y a ensuite des résolutions qui sont des textes plus courts sur des sujets plus précis qui sont eux aussi transmis au gouvernement. Je voudrais ici citer en illustration les résolutions que nous avons adoptées sur l'état civil, un thème que l'Assemblée parlementaire francophone promeut depuis longtemps. Nos parlementaires sont très préoccupés par les situations de trop nombreux enfants sans identité. Un enfant de moins de 5 ans sur 4 n'est pas déclaré. Et je pense que dans le monde, il y a à peu près 250 millions d'enfants qui sont aujourd'hui pas inscrits sur les registres d'état civil. Et les répercussions que ça entraîne sur la démocratie sont énormes. Comment concevoir des listes électorales fiables et aboutir à des élections sincères si les registres d'état civil sont défectueux et lacunaires? Et derrière, il en découle tout ce que l'on peut attendre de difficultés. Nous avons donc adopté en 2015 une première résolution qui comportait plusieurs recommandations destinées au gouvernement francophone afin que soit développé un registre d'état civil public, gratuit et ouvert à tous sans discrimination. Les membres de l'APF font ensuite le suivi de cette résolution et nous informent des mesures prises par les gouvernements en la matière.
Et l'APF elle-même fait en quelque sorte le service après-vente de ces résolutions pour en accompagner la mise en œuvre. Elle organise notamment des actions de sensibilisation des parlementaires sur l'état civil, par exemple, par le biais de son programme de coopération. Mais par rapport à l'état civil, ce qui est à dire avec force, c'est qu'avec la commission des affaires parlementaires, une loi, qu'on n'appelle pas cadre, mais une loi de proposition a été formulée à des nombreux pays et à des parlements qui l'ont reprise. Je pense non seulement au Burkina Faso, je pense également au Togo. Et là, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a véritablement joué son rôle et je souhaiterais que cet exemple puisse être repris d'une manière plus souvent. Donc, ceci vient faire la transition avec le deuxième levier de la diplomatie parlementaire qui tient une place aussi importante que le premier, la coopération interparlementaire. Ce levier est pour moi l'expression de la solidarité francophone auprès des parlements membres de notre Assemblée. Sur la forme, cette coopération se décline en différentes activités, séminaires d'information et d'échange auprès des parlementaires, formation de fonctionnaires parlementaires, mission de bons offices dans les pays en crise. Sur le fond, elle vise à renforcer les capacités des parlements, à améliorer le fonctionnement des procédures, à promouvoir des législations pertinentes et de bonnes pratiques constatées dans l'espace francophone. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire tant la démocratie est remise en cause. Mais pour autant, je crois qu'il faut réaffirmer avec force, d'une part, la démocratie dans sa globalité et d'autre part, la démocratie représentative qui doit s'adosser, bien sûr, à tout ce qui touche à la consultation des citoyens, etc. Indirectement, toutes ces actions participent au renforcement de l'état de droit, de la protection des droits de l'homme. Ce sont là des objectifs fondamentaux pour l'APF, que nous avons d'ailleurs inscrits dans notre cadre stratégique pluriannuel que vous connaissez. En poursuivant ces objectifs, nous ne faisons pas autre chose qu'être la vigie de la démocratie, pour reprendre une expression d'Abdou Diouf, ancien secrétaire général, une formule qui honore l'APF, mais que l'APF doit aussi honorer, et c'est de plus en plus compliqué, comme je le disais tout à l'heure. En tant que secrétaire général parlementaire, je me dois de veiller à ce que l'APF aille encore plus loin dans cette voie, tant la démocratie est aujourd'hui menacée dans bon nombre de pays du monde, et de la francophonie particulièrement. Pour mener à bien ce devoir, nous disposons de plusieurs instruments. Il y a notamment le mécanisme de vigilance démocratique et son volet répressif que je vais décrire rapidement. Le bureau de la paix peut décider de suspendre des sections dont l'ordre constitutionnel est en péril, à la suite de coups d'État, par exemple, lorsque par le Parlement est suspendu, que ce soit au Mali, en Tunisie et dans bien d'autres pays. De telles sanctions sont alors vont alors priver de représentation dans nos instances et du bénéfice d'actions de coopération les parlements membres, qui n'en font plus partie. L'APF continue cependant d'accompagner ces parlements vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la démocratie, mais nous ne faisons rien sans que nous soyons sollicités par les gouvernements ou par les parlements, pour pas qu'il y ait d'ingérence de l'APF dans ces parlements. Mais au-delà de ce volet répressif, je veux mettre en valeur l'action préventive de l'APF. Et c'est là qu'il faut que nous renforcions nos outils. Cela prend la forme d'une veille continuelle de l'État et de la démocratie dans la francophonie. Cela consiste aussi à envoyer certains de nos parlementaires en mission d'observation électorale avec l'Organisation internationale de la francophonie. Ces missions permettent alors de garantir la sincérité, la régularité et la transparence des processus électoraux dans les pays qui nous en font la demande. J'achèverai mon intervention en évoquant un dernier levier de la diplomatie parlementaire, auquel je suis très attaché, et que l'on pourrait appeler la coopération extra-parlementaire. J'entends par là une action complémentaire de la coopération interparlementaire qui vise à ouvrir les parlements à de nouveaux horizons, à de nouveaux acteurs. Il engage les parlementaires que nous sommes à créer un véritable continuum entre la démocratie représentative dont je parlais tout à l'heure, qui est à renforcer, mais aussi la démocratie participative qui est à développer. Et là, il faut que la PF soit vraiment à l'offensive sur ces sujets et nous devons être force de proposition. Et d'ailleurs, nous envisageons un grand rassemblement, plus qu'un séminaire,
avec des chercheurs, avec des étudiants, avec des universitaires pour avancer sur ce sujet au cours de cette année. Donc, nous allons, avec nos parlementaires, nos partenaires également, du paysage institutionnel, l'OIF, l'IMF, l'AUF, écrire cette nouvelle page et ces nouvelles propositions. Damien Cestin vous en parlera tout à l'heure. Je souhaite donc que notre institution soit davantage ouverte à la société civile francophone. Quand j'insiste sur qu'il ne peut pas y avoir de parlementaires s'il n'y a pas la prise en compte des peuples, c'est aussi cette ouverture sur la société civile, sur laquelle nous devons travailler, parce qu'il faut le reconnaître. Nous, les parlementaires, on est souvent entre soi, et aujourd'hui, il faut pousser les portes et les fenêtres pour être vraiment représentatif de cette société civile. C'est pourquoi je milite activement en faveur d'une plus grande interaction entre la société civile organisée et les parlements, et nous le montrerons avec la prochaine action très forte des ambassadeurs de la jeunesse en lien avec le CESE. Cette interaction nous permettra de renforcer l'efficacité des institutions représentatives, mais aussi la légitimité des gouvernements et des institutions internationales. Nous avons besoin de la société civile organisée pour être attentif aux aspirations des acteurs économiques, sociaux, des associations et surtout aujourd'hui des mouvements citoyens. C'est pour cela que j'ai initié un rapprochement avec l'UCESIR qui fédère les CESE, conseils économiques et sociaux environnementaux, là où ils existent, qui sont représentatifs de la société civile. Donc, il y a encore tout ce travail qui est à faire et qui, j'espère, en 2022, pourra faire avancer ces propositions avec l'objectif de redonner des couleurs à la démocratie qui est vraiment malmenée dans notre espace francophone comme sur l'ensemble de la planète. Donc voilà ce que je voulais dire en restant ouvert à vos questions. Et je laisse la parole à notre présidente préférée, Angélique Ngoma, qui va s'exprimer. Et après, Damien Cestin pourra compléter mes propos qui ont peut-être été un peu longs et qui auraient nécessité peut-être de plus d'arguments concrets, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. En tous les cas, merci à l'Institut EGA et aux différentes personnes qui nous ont écoutés, étudiants, formateurs, etc. Donc, je laisse la parole à Angélique. Merci à vous. Merci, M. Jacques Rabat. Devrais-je prendre la parole ou bien le maître de cérémonie? Avec plaisir. Le maître de cérémonie voudrait dire quelque chose? Alors oui, Madame la députée, vous pouvez vous exprimer. Bien, je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues parlementaires, je vous remercie pour ce temps qui nous est accordé et c'est un réel plaisir pour moi, en ma qualité de présidente de la Commission de la coopération et développement de l'APF, de prendre part à cette conférence d'importance qu'organise l'Institut d'études géopolitiques. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte bonheur, paix, amour et santé. Je voudrais également vous dire que nous sommes donc réunis ce jour pour évoquer le concept de la diplomatie parlementaire et le rôle de notre Assemblée générale, comme l'a si bien présenté le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La grande importance qu'accorde l'Assemblée parlementaire de la francophonie à ses activités de coopération parlementaire témoigne de son engagement en faveur d'une diplomatie parlementaire active. Le réseau diversifié de relations interparlementaires développé par l'institution ainsi que les actions qu'elle a menées répondent bien évidemment à l'aide des objectifs fondamentaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur la scène internationale, soit une participation active à l'édification, bien entendu, d'une communauté francophone mondiale fondée sur la démocratie, la paix et la solidarité. Et le secrétaire général de la francophonie nous l'a si bien présenté tout à l'heure. Il a évoqué également, comme cela a été présenté dans le
le film en ouverture de nos travaux, il a éventuellement parlé de l'évolution et de la définition de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais il faut dire que pour les parlementaires membres de l'APF, la diplomatie n'est plus perçue exclusivement comme un instrument pour résoudre des conflits. Elle est devenue également un instrument de dialogue au service de la paix et des intérêts d'une société. Parce qu'avant tout, ne l'oublions pas, les parlementaires sont les représentants du peuple au sein des différentes institutions, donc ayant mandat pour les représenter et servant ainsi d'interface entre différentes institutions et les populations. En ce sens donc, il faut le dire, elle évoque l'esprit de négociation et l'esprit d'échange. De plus, de nos jours, les échanges internationaux portent de plus en plus sur une multitude d'enjeux, tels que l'éducation, la santé et l'environnement. On ne parlera jamais assez des changements climatiques. Et nous sortons donc de ce fait des domaines traditionnels comme la souveraineté territoriale ou les échanges commerciaux. Dans un monde interdépendant et bien desservi par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les négociations entre les instances exécutives des États se multiplient. Et ce qui peut donc donner l'impression que les assemblées parlementaires sont parfois confinées à un rôle d'observateur. Les parlementaires francophones que nous sommes réclament donc de la part des gouvernements des débats dans les assemblées parlementaires sur des projets ayant in fine des effets tangibles sur les populations qu'ils représentent. Et il faut dire que les différentes constitutions nous l'autorisent. Donc, les constitutions de nos États définissent bien évidemment les missions dévolues à chacune de nos assemblées parlementaires. Bien évidemment, nous votons la loi, nous consentons l'impôt, nous contrôlons l'action gouvernementale et nous évaluons les politiques publiques. Par conséquent, il semble donc tout à fait légitime que les élus désirent se saisir de ces questions sur la scène internationale, ne serait-ce que par souci de transparence démocratique. L'action interparlementaire devient donc un élément majeur d'une stratégie d'adaptation et de modernisation du Parlement lui permettant de s'affirmer en tant que rouage central d'une société démocratique et un État de droit. Nous avons, par exemple, comme l'a si bien dit le secrétaire général, l'organisation de différents séminaires sur des thèmes aussi importants, notre participation à la COP, par exemple, quelles que soient les différentes années d'organisation. Et là, présentement, nous avons un dossier important qui concerne la zone économique de libre-échange africaine, où les parlementaires ont adopté à l'unanimité la mise en place d'un comité de pilotage parlementaire pour, à côté du gouvernement, à côté de la société civile, suivre bien évidemment l'évolution de ces dossiers qui est d'une importance économique et sociale pour les pays africains et voire même européens et autres. En outre, les débats sur les problématiques politiques, économiques et sociaux d'actualité apportent bien évidemment aux parlementaires des soucis plus efficaces ou des outils, plus efficaces pour voter des lois, permettant de mieux contrôler les effets des grands courants et événements internationaux sur les sociétés respectives. Il y a des activités interparlementaires qui leur permettent également d'influencer l'opinion d'autres acteurs du système de manière à atténuer certains effets, quelquefois négatifs, sur les populations qu'ils représentent. Les activités diplomatiques permettent donc aux parlementaires d'évoluer d'une certaine manière sur la scène internationale en parallèle avec le secteur exécutif pour promouvoir ou préserver les intérêts de leurs États. Nous avons le cas des objectifs de développement durable. Sur certains de ces objectifs, vous avez des préoccupations majeures qui concernent bien évidemment l'amélioration du cadre de vie des populations, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social. Et pour parler de la lutte contre la faim, par exemple, nous avons constitué des groupements, le cas des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Et l'APF
a signé un partenariat avec la FAO. Nous avons des accords aussi avec, ou des échanges, nous participons aux réunions avec l'Organisation mondiale du commerce. Tout comme aussi, nous avons avec l'OMS des échanges pour participer à l'universalité des traitements ou des soins médicaux. Et là, présentement, nous avons cette donne essentielle avec la survenue de la COVID-19 et bien évidemment, la préoccupation concerne l'universalité du vaccin. Et enfin, nous avons le caractère pluraliste des délégations interparlementaires qui confèrent donc à ces institutions des différentes positions prises par les parlementaires une légitimité incontestable. Et il faut le dire, parce que dans nos parlements, nous avons d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition. Et quand il s'agit de constituer des délégations parlementaires qui vont à l'international, nous avons l'obligation de constituer des groupes certes homogènes, mais qui sont composés et des parlementaires de la majorité et de ceux de l'opposition. Donc, tous les groupes parlementaires représentés dans des parlements, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, participent bien évidemment aux débats instaurés au sein de ces parlements. Je vous ai dit tantôt que les missions qui nous sont dévolues sont consignées dans nos constitutions. Et dans le cadre du contrôle de l'action parlementaire, vous avez la possibilité d'interpeller le gouvernement, soit sur la base des questions écrites ou des questions orales. Donc, c'est fait en plénière et les députés, quel que soit le camp qui peut être sien, a bien évidemment la latitude de poser un certain nombre de questions au gouvernement et le gouvernement a l'obligation d'y apporter des réponses. Donc, ce qui permet de faire intervenir l'ensemble des courants au sein d'une institution dans la vie du débat parlementaire. Il y a maintenant, comme l'a dit le secrétaire général, cette autre mission de médiation et de bons offices. Donc, au regard de la résolution de conflits et de crises, la diplomatie parlementaire complète tout aussi bien la diplomatie gouvernementale par son caractère moins formel et plus souple. Elle peut trouver bien évidemment des solutions novatrices à des préoccupations qui résistent parfois à la diplomatie traditionnelle. Elle présente également l'image avantageuse du multilatéralisme, comme l'a si bien expliqué le secrétaire général, et du pluralisme politique. Il faut aussi dire que des éléments qui peuvent servir d'exemple sur le plan de l'ouverture du dialogue et à la négociation. C'est un peu la particularité de la langue. Parce que quand vous comprenez, quand vous discutez dans une même langue, vous avez la possibilité en quelque sorte le prolongement sur la scène internationale de la fonction de médiatisation et de régulation qu'assure le parlementaire dans sa communauté et au sein de son assemblée. Notons enfin que plusieurs parlements francophones contribuent depuis 1995 au développement d'actions positives de la francophonie parlementaire en matière de médiation. Elle a ainsi participé sous les auspices de l'APF à des missions d'information et de bons offices parlementaires. En parlant du Burundi, par exemple, en 1995 et en 1998, en Haïti en 1999 et en 2006, et en Guinée en 2000, et plus récemment encore au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Liban. Que ce soit pour mieux légiférer sur des questions qui ont une dimension internationale, influencer l'opinion d'acteurs internationaux ou encore promouvoir la démocratie, la paix, la justice et la prospérité, la diplomatie francophone devient bien évidemment un outil essentiel des parlements. On ne parlera jamais assez des groupes d'amitié parlementaires, par exemple. On ne parlera jamais assez de ce que la diplomatie dite influente a aussi son rôle extrêmement important quand il s'agit pour l'APF de peser de tout son poids dans des différentes interventions, notamment qui concernent
l'implication des parlementaires qui, pour une raison ou pour une autre, ont quelques difficultés dans le cadre de leur expression démocratique. Je peux citer le cas récent de M. Soumaïla Cissé, pour lequel la francophonie, notamment l'Assemblée parlementaire, a initié et continue d'initier un certain nombre d'actions qui devraient concourir à sa mise en liberté, par exemple. Donc, ce sont des actions que nous menons dans l'ensemble de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais qui concourent à asseoir les piliers forts de cette francophonie. On ne parlera jamais assez de la paix, on ne parlera jamais assez de la démocratie, on ne parlera jamais assez de son expression par l'éducation, la formation, la santé et sa culture, parce qu'en son sein, il y a un certain nombre de commissions qui mettent en exergue, bien évidemment, les missions essentielles de la francophonie sur le terrain et que viennent appuyer les réseaux cités tout à l'heure, le réseau des femmes parlementaires, le réseau des jeunes parlementaires et bien évidemment le réseau aussi des assemblées parlementaires des jeunes. Voici donc un peu ramassé ce que je puis dire à la suite de ce qu'a présenté le secrétaire général de la francophonie et je reste bien évidemment à disposition pour les questions éventuelles ou les enrichissements qui peuvent être apportés. Je voudrais tout de même signifier que à l'intérieur de nos assemblées parlementaires, nous sommes régis par des règlements. Et c'est dans ces règlements, il y a une part importante qui est réservée à la diplomatie parlementaire, ce qui permet aux différents députés de prendre part à des rencontres internationales ou d'être membres d'organisations aussi internationales. Et c'est tout le bien que veut d'ailleurs l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et encore une fois, merci à l'Institut pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bien. Alors, merci à vous, Madame Ngoma. Merci également à Monsieur Krabal pour sa présentation des enjeux autour de la diplomatie parlementaire. Et ensuite, merci à Madame Angéline Ngoma, présidente de la Commission de la coopération et du développement de l'APS et députée ancienne ministre de la Défense du Gabon, pour avoir exposé les enjeux autour de sa commission. Et enfin, nous allons accueillir l'exposé de Monsieur le secrétaire général administratif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à compter de janvier 2022 et également directeur adjoint de la direction du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale, Monsieur Damien Séclin. Alors, mes fonctions à l'Assemblée nationale, c'est fini, hein, c'était jusqu'au 31 décembre. Je suis ravi d'intervenir devant vous. Donc, j'ai pris mes fonctions il y a 2 semaines maintenant. Donc, c'est ma première intervention dans un colloque. Donc, je suis ravi de le faire auprès essentiellement, apparemment, beaucoup d'étudiants, en tout cas de personnes très jeunes, parce que je trouve que c'est important de transmettre aussi à la jeunesse, d'informer la jeunesse sur la francophonie en général et l'Assemblée parlementaire de la francophonie en particulier. Alors, mon intervention va être beaucoup moins attrayante que les 2 précédentes, parce que moi, je suis l'agent administratif là-dedans, donc je vais vous faire une présentation peut-être un peu plus bureaucratique. Donc, je vais m'efforcer de faire court, de façon, parce que le plus important, c'est qu'ensuite, vous puissiez échanger avec les autorités politiques, Madame Ngoma et Monsieur Krabal. Donc, je vais laisser le temps à ce que le jeu de questions et de réponses puisse vraiment être intéressant. Je vais commencer par quelques éléments sur l'histoire de la francophonie. En fait, la francophonie est née avec la décolonisation. Vous voyez sur cette image les 4 artisans principaux de la construction de la francophonie. Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et Norodom Sihanouk. Donc c'est intéressant parce que c'est 4 régions différentes des anciennes colonies françaises. Vous avez l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, le Sahel et l'Asie du Sud-Est, donc l'ancienne Indochine française. Et ces personnalités, quelque part, ont eu le génie de sentir que une fois la page de la colonisation française, avec ses injustices extrêmes, parfois ses horreurs, il y avait quelque chose à garder de la présence française,
Et à cet égard, je voudrais vous faire une toute petite citation de l'ouvrage, de l'autobiographie, le premier tome de l'autobiographie de l'anthropologue Amadou Ampateba, donc le livre qui s'appelle Amkoulel, l'enfant Peul, que j'ai lu ce week-end. Et donc, il évoque, il dit « Rien dans ce bas monde n'est jamais mauvais de A jusqu'à Z ». Et comme exemple de ce qu'il y a à garder de la présence française, il écrit « Il y a l'héritage de la langue du colonisateur en tant qu'instrument précieux de communication entre ethnies qui ne parlaient pas la même langue et moyen d'ouverture sur le monde extérieur, à condition de ne pas laisser mourir les langues locales qui sont le véhicule de notre culture et de notre identité ». Je trouve que c'est une très belle citation parce qu'elle montre que la francophonie n'a pas de visée hégémonique, ni vis-à-vis de l'anglais, bien évidemment, et encore moins vis-à-vis des langues, des pays dans lesquels la francophonie se déploie. Le secrétaire général parlementaire l'a dit, je voulais l'illustrer à la lumière de cette courte citation. Donc, en 1967, pour centrer sur la francophonie parlementaire, en 1967 est créée l'Association internationale des parlementaires de langue française, qui va muter en 2 étapes vers ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, en 1989, elle devient l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française, puis en 1998, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les mots ont un sens, la sémantique est importante dans l'intitulé des institutions en général, et vous voyez qu'en 1967, notre institution, d'abord, s'appelle une association, et puis elle devient en 89 une assemblée des parlementaires, et on enlève le mot des en 98, une assemblée parlementaire de la francophonie, pour marquer le fait que, quelque part, l'APF est le pendant parlementaire de l'Organisation internationale de la francophonie, sur laquelle je reviendrai dans un instant. C'est important parce que, bien évidemment, l'APF n'est pas une autorité légiférante. L'APF n'adopte pas ses propres lois, mais l'APF sert aussi à diffuser des idées de législation vis-à-vis de ses membres à travers ce qu'on appelle les cadres législatifs de l'APF ou ses lois cadres, donc qui permettent de servir de support à de futures législations nationales. Le secrétaire général parlementaire évoquait comment dirais-je, notre action en faveur de la lutte, notre action pour lutter contre les enfants sans identité, ce phénomène des enfants sans identité. Donc une loi cadre, ce qu'on appelle une loi cadre, que moi plutôt j'appellerais un cadre législatif, a été proposé par l'APF à l'ensemble de ses sections membres, et ça permet maintenant de diffuser. Il y a un certain nombre de pays qui ont repris ces suggestions pour les intégrer à leur droit interne, de façon à pouvoir mieux lutter contre ce fléau à la fois social et citoyen des enfants sans identité. Alors, je vous disais que je vais vous dire quelques mots sur l'Organisation internationale de la francophonie. Déjà d'emblée, je voudrais vous signaler que entre le rectangle de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et comment dirais-je, l'hémicycle schématisé avec ses 5 couleurs de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pourquoi en forme d'hémicycle? Parce que justement, cette notion d'Assemblée parlementaire, vous remarquerez qu'entre le rectangle de l'OIF et ce logo, il n'y a pas de trait. Pour bien signifier de façon schématique, comme le disait encore une fois le SGP, le secrétaire général parlementaire, qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre les deux, de la même façon qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre un gouvernement national et un parlement national. C'est la notion que vous connaissez tous de séparation des pouvoirs qui a été théorisée au XVIIIe siècle, à la fois par les philosophes libéraux britanniques et les philosophes des Lumières français, et qui aujourd'hui est très importante encore pour le bon fonctionnement de nos démocraties. Alors, les différentes instances qui, pour le coup, pour leur part, dépendent de l'OIF. L'OIF se décline d'abord en une conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est communément appelée le sommet. C'est l'instance suprême de la francophonie, qui se réunit tous les 2 ans. Elle statue sur l'admission de nouveaux membres à l'OIF, définit les orientations de la francophonie et adopte des résolutions qu'elle juge nécessaires au bon fonctionnement de la francophonie. Elle élit la secrétaire générale
de la francophonie, qui est Madame Louise Mushikiwabo, une personnalité rwandaise. D'ailleurs, une personnalité rwandaise qui montre que la francophonie va maintenant même au-delà de ses frontières initiales, qui étaient essentiellement celles des anciennes colonies françaises. La francophonie séduit au-delà de ses frontières sur les 5 continents. Deuxième instance interne à l'OIF, c'est la conférence ministérielle de la francophonie, qui assure la continuité politique entre 2 sommets de la francophonie. Elle se réunit une fois par an, avec la présence des ministres chargés de la francophonie. Ensuite, vous avez le Conseil permanent de la francophonie, qui est chargé de la préparation et du suivi des sommets, sous l'autorité de la conférence ministérielle, qui se réunit également une fois par an, avec les représentants personnels, on appelle ça les Sherpas, des chefs d'État et de gouvernement. L'Organisation internationale de la francophonie dispose également sur le plan administratif d'un administrateur qui est le chef d'orchestre de cette très grosse administration qui comporte, je crois, 250 agents. Et puis il y a deux conférences, 2 institutions ministérielles que vous voyez à gauche de cette diapositive qui préexistaient même avant l'OIF. 2 conférences ministérielles, celle des ministres de l'Éducation et celle des ministres de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, sur le bas de l'image, vous avez 4 opérateurs. Alors, ce sont quoi les opérateurs? Ce sont des instances indépendantes sur le plan juridique, mais qui prennent leurs instructions auprès de l'OIF. Il y a l'Agence universitaire de la francophonie. C'est le premier réseau universitaire au monde, donc un énorme réseau avec plus de 1000 établissements répartis dans 119 pays. Donc, c'est vraiment le fer de lance de la francophonie pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche. L'équivalent sur le plan médiatique, c'est TV5 Monde, la première chaîne généraliste mondiale en langue française et 2e réseau international de télé, qui est diffusé auprès de 370 millions de foyers dans près de 200 pays et territoires. Troisièmement, l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles francophones a été fondée en 1979 et en fait c'est une instance de coopération entre les collectivités locales de langue française. Et puis vous avez l'Université de Sangor. C'est une institution de 3e cycle dont la vocation est de former et de perfectionner des cadres africains et des formateurs de haut niveau dans certains domaines prioritaires pour le développement. Donc ces 4 opérateurs sont des partenaires très importants de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un certain nombre de nos actions de coopération sont menées avec l'appui de ces opérateurs. Alors, le sommet de la francophonie, qui, comme je vous le disais, est traditionnellement organisé tous les 2 ans, malheureusement, dans le contexte de pandémie que nous vivons, ce sommet devait avoir lieu en 2021 et est reporté pour la fin de l'année 2022. Vous avez ici 2 images qui illustrent des moments de ce sommet. Je pense que c'était au sommet d'Erevan en 2018. Alors maintenant, venons-en aux missions de l'APF. D'abord, l'APF est un lieu de débat, de proposition et d'échange d'informations. Et puis, en tant que vigie de la démocratie, elle mène des missions d'information, de contact et d'observation des élections, une veille démocratique dans l'espace francophone et des missions de vos offices parlementaires. Alors malheureusement, je dirais quelques mots sur les missions de vos offices parlementaires. Vous savez que dans l'espace francophone, depuis 1 an ou 2, il y a eu plusieurs coups d'État ou des coups de force de l'exécutif qui ont conduit à la mise en sommeil des institutions parlementaires. Donc la ligne, je dirais, politique de l'APF dans ces situations-là, c'est bien évidemment de suspendre les sections, puisque les sections sont adossées sur les parlements, mais également de contribuer au maintien du dialogue, de façon en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie elle-même et les autres instances internationales, de contribuer au rétablissement de l'ordre institutionnel démocratique. Donc, des missions de vos offices sont menées dans ce cadre-là. Les missions de vos offices peuvent également être menées dans le cadre de crises institutionnelles
politiques ou sociales ou sécuritaires majeures, même si les instances parlementaires sont encore vivaces dans le pays. Par exemple, ces derniers mois, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a mené 2 missions de grands offices de ce type en direction de l'Arménie et du Liban. Alors, le gros de l'action concrète de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à la fois ce qui concentre la grande masse budgétaire de l'APF et la grande, comment dirais-je, qui monopolise l'action à la fois de ses agents administratifs et de ses élus parlementaires, c'est la coopération interparlementaire. Elle se déploie à travers des séminaires, des programmes multilatéraux de développement, un programme spécifique qui est consacré, qui s'appelle Programme numérique APF, et qui en vérité se déploie à la fois pour diffuser à travers le numérique et aussi à travers les méthodes plus traditionnelles, pour diffuser donc à la fois l'usage de la langue française et puis également pour promouvoir les normes de bonne gouvernance parlementaire. Vous avez également les actions en faveur de la jeunesse, notamment à travers ce qu'on appelle les parlements francophones. Donc vous avez le Parlement francophone des jeunes qui est organisé en même temps que notre session annuelle tous les 2 ans. Et puis ça se décline au niveau national, à travers des parlements nationaux des jeunes, comme celui qui s'est tenu au Kosovo en 2021. Kosovo, vous voyez, c'est un pays qui est dans l'idée des gens qui n'est pas forcément immédiatement, qui apparaît pas comme un pays francophone, mais qui fait partie de cet espace. Je dirais quelques mots là-dessus justement sur qu'est-ce qu'un pays francophone. Voilà. Et puis ça se décline également sur le plan régional. Nous avons organisé également en 2021, nous avons lancé un parlement régional des jeunes du G5 Sahel. Donc vous savez, le G5 Sahel, ce groupe de 5 pays, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, de la bande sahélo-saharienne. Et puis, des actions au bénéfice des fonctionnaires des parlements, donc actions de formation. Alors ça peut être par exemple une formation qui est dispensée par un parlementaire français, un universitaire canadien et un chercheur gabonais, par exemple, qui vont se retrouver dans un pays tiers, une section membre de l'APF, pour expliquer comment fonctionne le vote d'une loi de finances, par exemple, ou pour expliquer les missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques des autorités qui doivent être menées par les autorités parlementaires. Puisque je vous rappelle, je parlais tout à l'heure des cadres législatifs, les 2 missions d'un Parlement, c'est voter la loi, donc la mission législative, et contrôler le gouvernement, la mission de contrôle. On oublie souvent cette seconde mission, et donc nos actions de coopération servent aussi à expliquer aux fonctionnaires parlementaires, à former les fonctionnaires parlementaires sur cette mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Voilà. Et puis, s'agissant plus spécifiquement de la promotion de la langue française et de la diversité linguistique, parce qu'évidemment, c'est notre cœur de métier, hein, la francophonie. Nous travaillons dans diverses directions. D'abord, le renforcement de l'usage du français dans les parlements nationaux, à travers la promotion de l'emploi du français dans les débats parlementaires et des cours de français qui sont dispensés aux parlementaires et aux fonctionnaires parlementaires, et puis également la traduction des sites internet des parlements de nos sections. Hein, tout ou partie des sites internet, il peut être utile de les traduire en français. Le secrétaire général parlementaire a évoqué un autre aspect très important qui est la défense du multilinguisme dans les instances internationales, notamment actuellement au Parlement européen. Il y a une vraie bataille qui est menée par la défenseure de la francophonie avec le soutien de l'APF pour favoriser à la fois l'usage du français et des autres langues de l'Union européenne, plutôt que de l'anglais, qui maintenant n'est plus parlé, après le Brexit, que par 1,2% des citoyens européens. Et pourtant, l'anglais continue à être la langue prédominante dans les échanges internationaux au Parlement européen, ce qui n'est pas admissible. J'en viens maintenant à l'organisation vraiment administrative, pas seulement administrative, l'organisation politique et administrative interne de l'APF. Vous allez d'abord avoir une carte de l'OIF
Vous voyez que l'OIF est réparti sur les 5 continents. Ah là, c'est l'APF, oui, pardon. Donc d'abord une carte de l'APF, et puis ensuite une carte de l'OIF. Donc il faudrait comment dirais-je, superposer les deux cartes pour voir que essentiellement les deux cartes se chevauchent, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'exceptions. Déjà parce que l'APF accepte les adhésions évidemment des parlements nationaux, mais également de parlements territoriaux. C'est-à-dire dans des pays décentralisés, des États fédéraux, ou des pays comme le nôtre dans lesquels il y a des territoires d'outre-mer dont les assemblées territoriales disposent de fractions du pouvoir législatif, eh bien, nous permettons à ces territoires d'adhérer. Donc vous voyez par exemple sur la carte, pour ce qui concerne le Canada, hein, vous voyez, il y a plusieurs points, parce que sont adhérents à l'APF, évidemment la section canadienne, donc de l'État fédéral, également la section du Parlement du Québec, mais également les parlements fédéraux des provinces qui sont à majorité anglophone. Parce que dans toutes ces provinces, il y a malgré tout, même si elles sont anglophones, il y a des parlementaires qui sont francophones et donc qui incitent leurs parlements fédéraux, leurs parlements provinciaux, pardon, à adhérer à l'APF. Vous voyez aussi des petits confettis dans le Pacifique. Ce sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, donc 3 territoires d'outre-mer français. Et puis il y a également le Vanuatu, qui est un État indépendant. Voilà, donc c'est vraiment la spécificité de l'APF, c'est d'accepter des parlements de ces deux catégories, parlements nationaux et parlements territoriaux, disposant d'une parcelle de fraction de l'autorité législative. Donc nos 90 sections adhérentes sont réparties sur les 5 continents. Nous avons 29 sections adhérentes en Afrique, 15 en Amérique, 7 en Asie-Pacifique, 30 en Europe et également 8 institutions interparlementaires observateurs. Donc le Parlement du Benelux, de la CEDEAO, donc c'est la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, etc. etc. Je voudrais signaler que l'APF, compte tenu de l'activisme au bon sens du terme qu'elle manifeste, de la façon dont elle défend avec énergie, efficacité les intérêts des assemblées parlementaires francophones, l'APF a un véritable pouvoir d'attraction sur de nouveaux territoires. Je donnerai simplement 2 exemples. D'abord l'exemple de Sao Tomé et Principe, qui est un État constitué de 2 îles au large du Gabon, qui ont sollicité l'APF pour peut-être entreprendre des contacts en vue d'adhérer à notre institution. Ce qui est intéressant, c'est que Sao Tomé et Principe, c'est pas un pays où la langue officielle est le français, c'est un pays lusophone, donc un pays où on parle majoritairement le portugais. Donc ça montre encore une fois, c'est encore une fois une illustration du fait que la francophonie est soluble dans le multilinguisme, et même la francophonie promeut le multilinguisme. Le deuxième exemple, c'est l'Italie. On a également entrepris, sous l'autorité du secrétaire général parlementaire de l'APF, des contacts avec le Parlement italien. C'est pas connu, mais imaginez qu'il y a 19% des Italiens qui parlent français, soit couramment, soit avec des notions importantes, et donc qui évidemment sont représentés au Parlement. Donc il y a une sorte de communauté des parlementaires francophones aussi au Parlement italien. Donc Sao Tomé et Principe, Italie, des pays très différents sur le plan géographique, sur le plan linguistique, sur le plan économique, mais qui sont attirés, intéressés par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parce que qu'est-ce que la francophonie? Qu'est-ce que c'est qu'un pays francophone? Ça peut être un pays où le français est la langue officielle, presque la langue unique. Ça peut être un pays où c'est une langue officielle avec d'autres langues. Et ça peut être aussi un pays où ce n'est pas la langue officielle, mais où c'est une langue d'usage, une langue de culture, je dirais presque la langue de l'amour de la culture. Et donc, nous sommes. Il y a une citation qui est souvent récitée par le secrétaire général parlementaire aussi sur la diversité dans la francophonie, vue par Léopold Sédar Senghor. Je ne la connais pas par cœur, mais en fait, la francophonie, c'est de la diversité.
Alors ensuite, s'agissant des instances, je vais être très rapide parce que c'est vraiment alors c'est très important, mais parce que c'est les instances qui font vivre la vie démocratique de l'APF. Alors, et peut-être la présidente Ngoma pourra parler de la commission qui l'intéresse plus particulièrement, même si elle a déjà dit beaucoup de choses dessus. Peut-être qu'elle pourra répondre à vos questions pour poser. Donc d'abord, la commission qui est présidée par Madame Ngoma, c'est la commission de la coopération et du développement. Vous avez la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, la commission des affaires parlementaires et la commission politique. Donc à travers ce découpage, l'APF suit l'ensemble des sujets d'intérêt commun des parlementaires. Nous avons également trois réseaux. Un réseau des jeunes parlementaires. Excuse-moi, Jean-Baptiste, je fais vraiment dans le désordre. J'ai jonglé avec les diapos. Donc, le réseau des jeunes parlementaires, le réseau des femmes parlementaires, et également un réseau qui s'appelle jusqu'à présent Lutte contre le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme, et que l'APF envisage de faire muter en un réseau de lutte contre les pandémies au sens large, évidemment à la lumière de la crise que nous vivons maintenant depuis 2 ans. Et s'agissant des instances d'orientation stratégique politique de l'APF, il y a l'Assemblée qui se réunit donc en session plénière tous les ans, qui fixe son ordre du jour en tenant compte des priorités décidées par le sommet et les activités des autres instances de la francophonie, et qui est vraiment l'instance d'orientation politique, vous voyez à l'image, des représentants de toutes les sections, qui impulse les orientations stratégiques politiques pour l'année à venir. Donc cette session a lieu tous les ans, la première quinzaine de juillet, avec une volonté de rotation entre les différentes régions, évidemment, de l'APF. Et puis vous avez le bureau qui se réunit au moins 2 fois par an, donc qui se réunit juste avant la session, au tout début du mois de juillet, la session donc pour le bureau d'été, et qui se réunit également pour son bureau d'hiver à la fin du mois de janvier. Et donc le bureau est chargé de prendre des décisions, je dirais, intermédiaires entre les deux sessions, et notamment d'adopter le budget pour l'année. Nous aurons notre bureau dans une semaine et demie au Gabon, donc l'Assemblée nationale du Gabon, dans laquelle siège Madame Ngoma, nous accueillera pendant quelques jours pour travailler donc, sur les orientations de l'APF d'ici à son assemblée plénière de l'été prochain. C'est un rendez-vous très important, ce bureau, parce que vous vous doutez bien que comme toutes les institutions internationales, les instances de l'APF ont eu du mal à se réunir en présentiel durant le confinement, et que Madame Ngoma parlait tout à l'heure de l'importance du groupe d'amitié parlementaire, de cette structuration de la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire ne peut fonctionner qu'avec des contacts directs interpersonnels entre les députés des différents pays. Évidemment, vous avez les réunions avec le président, le secrétaire général parlementaire à la tribune, et puis les autres députés avec des échanges, mais vous avez aussi toutes les discussions entre deux sessions qui permettent d'avoir des échanges, qui permettent de programmer des missions conjointes, qui permettent de désamorcer des crises. Et donc, c'est très important que les parlementaires puissent se rencontrer, interagir directement. Et donc, je pense que les parlementaires qui seront à ce bureau de Libreville se réjouissent. Et on ne peut que remercier l'Assemblée nationale du Gabon d'accueillir l'APF pour ce bureau la semaine prochaine. Voilà, alors très rapidement sur le secrétariat général administratif, vous avez une photo. Le secrétariat général administratif est composé d'une petite vingtaine d'agents qui sont soit des contractuels recrutés directement par l'APF, soit des fonctionnaires mis à disposition par leur Parlement. Donc, il y a le Parlement, l'Assemblée nationale française, le Sénat français, l'Assemblée de Wallonie-Bruxelles, l'Assemblée nationale du Québec, l'Assemblée nationale du Canada, et je dirais aussi et surtout l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui met à disposition un fonctionnaire qui est extrêmement utile pour animer le travail
de nos relais administratifs dans les différents parlements africains. Et puis pour conclure, vous avez peut-être ce dernier schéma qui montre donc l'organisation politique et administrative de l'APF. Merci de votre attention. Alors, nous vous remercions, monsieur le secrétaire général, Damien Séquin, pour cette présentation administrative donc, de l'APF. Eh bien, nous pouvons passer à la session de questions-réponses. S'il y a des personnes parmi les participants qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à réagir en levant d'abord la main sur Zoom, sur la plateforme Zoom, afin que l'on puisse organiser la session. Et ensuite, vous pourrez activer vos micros. Alors, on a une question.